Et pour évoquer cette semaine politique très riche, Danielle Simonet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes oratrice nationale de la France Insoumise. À côté de vous, Jonathan Boucher-Petersen, bonsoir. Bonsoir. Journaliste politique à Libération. Bruno Jeudi est avec nous également. Bonsoir, et Bruce. Sandra Motin, députée de la République En Marche de l'Isère. Je commence avec vous, l'impôt à la source. On a vraiment le sentiment que le président est sur le point d'abandonner la réforme. vous avez des infos d'ailleurs? Alors moi j'ai une info qui est importante, c'est qu'il a demain rendez-vous avec Gérald Darmanin et le Premier ministre, et que à cette occasion Gérald Darmanin va répondre à toutes ces questions, y compris d'ailleurs celle de la crainte du bug, qui a été un peu attisée par des chiffres sortis de leur contexte par vos confrères du Parisien, qui ont pu effectivement provoquer un petit peu plus de peur, mais qui tous ont une explication. S'il le fait, s'il abandonne cette réforme, ça sera pour de bonnes raisons? Forcément, parce que, d'abord parce que je pense qu'il est le premier à être au courant de tout l'investissement que les fonctionnaires des administrations, et notamment de Bercy, ont pu mettre pour faire de cette réforme une vraie réussite, et puis également de l'implication de tous les autres acteurs, que ce soit des institutionnels, caisses de retraite, ou même des entreprises privées, qui ont déjà consacré beaucoup de temps et d'argent. Donc, s'il prend cette décision, il sait qu'elle est lourde de conséquences pour beaucoup de monde, donc ce sera forcément pour de bonnes raisons. Danielle Simonet, on se dit pourquoi avoir attendu si tard pour prendre cette décision définitive alors que tout est sur les rails pour cette réforme depuis des mois? C'est une réforme même qui est même plus ancienne que cela, puisque c'était François Hollande qui souhaitait le mettre en place. Bon, mais si pour une fois Monsieur Macron pouvait écouter son opposition et enfin abandonner cette mesure. Parce que franchement, c'est pas aux employeurs, aux patrons de collecter l'impôt. Il faut respecter la confidentialité et imaginer tous les salariés, s'ils sont obligés de tout déclarer auprès de l'employeur, je pense que c'est vraiment pas une bonne chose. Et puis, écoutez, pour une fois, la France Insoumise et ce que nous disons est même soutenu par le président du MEDEF, qui lui aussi estime que c'est pas aux employeurs de le faire et qu'en aucun cas ça va leur simplifier leur tâche administrative. Mais il ne faut pas écouter les Français. C'est une mauvaise mesure. Eux, ils sont plutôt pour. On l'a vu un sondage hier. Les Français sont pour quoi? Pour que l'impôt soit mensualisé et qu'on soit dans une logique la plus contemporaine entre ce que vous devez payer, ce que vous payez. C'est pour ça que nous proposons d'ailleurs l'impôt contemporain, c'est-à-dire en fonction de vos revenus au mois M, vraiment le mois d'après, vous avez à payer, vous avez un ajustement par trimestre qui puisse se faire. Et qu'il y ait une relation, ce qui est possible maintenant avec Internet, avec l'automatisation, qu'il y ait une relation la plus proche qu'il soit entre les citoyens qui payent leurs impôts et l'administration fiscale. Mais il faut préserver la progressivité de l'impôt républicain et le fait que c'est à l'administration fiscale de le collecter et non pas aux entreprises. Jonathan Boucher-Petersen, est-ce que cette décision, elle va être prise sur quels critères? Sur un critère technique, les bugs, ou sur un critère politique? De toute façon, les bugs, ça aura des conséquences politiques, au-delà des conséquences pour la vie des gens. C'est que c'est effectivement aujourd'hui entre le crédit, modernisation, transformation, simplification et le risque politique. Bon, après, moi je trouve qu'on agite quand même beaucoup de peur au dernier moment sur ce sujet-là. Il y a un certain nombre de précautions qui ont été prises pour les questions de confidentialité. On peut déclarer une partie un peu forfaitaire et avoir une relation avec l'administration fiscale pour le reste. Donc à ce moment-là, vous perdez la simplification en tant que citoyen. Pour la majorité des gens qui ont simplement un revenu, un salaire et qui n'ont pas des patrimoines, parce que la plupart du temps, c'est ça qu'on essaye de cacher dans une entreprise, c'est d'avoir... Demandez, parlez-en aux femmes, elles n'ont pas spécialement envie, vu les batailles qu'elles doivent mettre pour l'égalité salariale, que le patron sache combien le conjoint... Le sujet est devenu problématique et on voit bien que chacun se jette dessus, c'est sûrement le jeu, mais c'est au fond ce qui est problématique pour les Français plus largement, c'est de recevoir une lettre de Gérald Darmanin avec le dernier avis d'imposition, tout ce qui est de plus officiel. Ce matin, en ce qui me concerne... Annonçant que tout va bien, moi il y a quelques jours, j'ai eu le temps de la digérer et d'avoir entre-temps la cacophonie qui est entretenue. Emmanuel Macron, il a toujours été prudent sur ce sujet. Ça n'a pas été un aficionado du prélèvement à la source, il faut être honnête. On a retrouvé des archives qui sont sorties, lui candidat, lui président naissant, mais il avait des questions. On peut imaginer que depuis 15 mois, ces questions, il les a posées. Visiblement, quand on voit le scénario dévoilé par le Parisien, elles sont loin d'être résolues. Bruno Jeudi, c'est vrai que Gérald Darmanin, ministre des Comptes Publics, ça fait des semaines, des mois qu'il vient nous expliquer, ici même à BFM TV, tout va bien.
et tout va bien se passer. Alors, il y a un problème. Il est le patron de son administration, oui. Et l'administration de Bercy, c'est son vieux rêve, le prélèvement à la source. Ça fait plus de 40 ans qu'ils l'ont vendu à peu près à tous les candidats à la présidentielle. Il y en a, je ne sais pas combien qui l'ont mis dans leur programme. Thierry Breton, au début des années 2000, qui fut ministre de l'économie et des finances, voulait aussi le faire. Jacques Chirac l'avait rattrapé par la manche au dernier moment en lui disant pas question. Donc c'est le vieux rêve de l'administration. Et Gérald Darmanin, eh bien, bon patron de son administration, il s'est laissé convaincre que c'était possible, que sur le plan technique, il n'y avait pas de problème. Macron, lui, je crois, beaucoup plus sage, il voit bien qu'au moment d'appuyer sur le bouton, il prend toutes les précautions. Je pense qu'il n'y a pas seulement des précautions techniques, il y a aussi une réflexion politique. Je pense qu'au-delà de ça, il sait qu'il est dans une situation où le ralentissement de la croissance, les mesures pour le pouvoir d'achat qui ont été votées, la baisse des cotisations CSG, la baisse partielle de taxe d'habitation, ça c'est au mois d'octobre. Le bénéfice politique de ça, il peut le perdre au mois de janvier parce que les Français, quand ils vont voir leur fiche de paye, le choc fiscal, le choc de la feuille de paye, ça va. Tout ça, on ne l'imagine pas très bien. Ça peut faire mauvaise mayonnaise. Emmanuel Macron, il voit bien qu'il est dans une situation politique compliquée, et puis prendre le risque de ça, c'est-à-dire que si jamais, comme il dit, il y a 100 000 bugs, c'est pas seulement l'année 2019 qui risque d'être plantée. C'est peut-être aussi toute une partie. Donc il veut pas prendre de risque. Moi, je trouve que c'est plutôt assez sage. Alors évidemment, on voit bien, depuis 3 jours, une semaine, on essaie d'habiller un peu une forme de reculade. Faut dire. Sandra Bottin, qu'est-ce que ça vous inspire, tout ce qui est dit au fond, on a du mal aussi, c'est vrai, à comprendre cette hésitation. Moi, je crois que d'abord, ce que j'entends là, ça me dit qu'on a encore beaucoup de pédagogie à faire. Oui. Parce que d'abord, prétendre comme M. Woerth, d'ailleurs, puisqu'il a exactement la même solution que la vôtre, donc c'est un peu étonnant, mais M. Woerth aussi préconise une espèce d'impôt mensualisé, mais décalé de 2-3 mois, donc il ne sera jamais vraiment contemporain, parce qu'il faut quand même laisser le temps au service de traiter les données. Donc, bon, ça, c'est une solution qui n'apporte absolument rien. Le président lui-même semble envisager la mensualisation. Il dit que c'est une des portes de sortie devant les élus. Certainement pas la mensualisation comme elle est proposée, là, d'envoyer des données fiscales aux impôts, qui les retraiteraient, qui viendraient ensuite faire des prélèvements, enfin un truc très compliqué, absolument pas contemporain, donc qui n'apporte strictement rien, franchement, aux Français. Après, j'entends aussi les problématiques de confidentialité, les problématiques de différence de salaire dans un même couple. Vous parliez d'égalité homme-femme. Il y a des choses qui sont dans ce texte faites pour l'égalité homme-femme et notamment pour protéger, je pense par exemple aux femmes qui sont retraitées, qui, c'est comme ça, la vie a fait que souvent elles ont des petites retraites, leur mari des plus grosses retraites, elles sont protégées par le taux individualisé. Donc tout ça me fait dire finalement qu'on a encore beaucoup de pédagogie à faire, que sur cette réforme, il y a encore un certain nombre de choses qui ne sont pas imprimées. Il reste peu de temps. Mais la majorité des Français sont pour, ça fait quand même des années, quelques années que c'est sur la table. Pour la mensualisation. Non, mais on a quand même l'impression que le débat commence aujourd'hui. C'est un peu, ça rappelle quand même le plan Borloo. C'est-à-dire que les gens s'agitent pendant des mois, voire des années sur un sujet. On a l'impression d'aboutir à quelque chose. Et tout d'un coup, Emmanuel Macron s'en saisit et on repart à zéro. C'est ça qui est un peu compliqué. Et surtout que c'est pas ça la priorité. La priorité, c'est quand même, franchement, de s'attaquer à la fraude fiscale et à l'évasion fiscale. Et ce gouvernement est toujours vraiment opposé à s'attaquer pleinement à ce vrai sujet. J'aimerais qu'on écoute ensemble Nicolas Hulot, qui est encore ministre de l'écologie, ne vous a pas échappé, tant que son successeur n'est pas nommé. Il s'est exprimé en arrivant à Paris tout à l'heure. On change l'organisation pour être plus opérationnel et plus efficace, et que tout le monde se mette au travail, mais pas simplement dans le gouvernement, que chacun prenne sa part de responsabilité dans un enjeu qui est compliqué, qui va plus vite qu'on ne l'espère, et qui mérite l'engagement de chacun. Voilà, que ma démission ne soit pas vaine, voilà, qu'elle provoque un sursaut. D'ailleurs, j'ai le sentiment que ça provoque un sursaut dans la société, donc rien que pour ça, ça vaut le coup. Que ma démission ne soit pas vaine, voilà ce que dit Nicolas Hulot tout à l'heure en arrivant à Paris. Daniel Simonet, vous avez une idée, vous, pour remplacer... J'ai pas de boule de cristal. Par contre, un bon profil... Ce qui est très intéressant... Non, mais ce qui est très intéressant... Un portrait robot. Non, ce qui est très intéressant dans la déclaration de M. Hulot lorsqu'il démissionne, c'est que le message, en fait, qu'il veut faire passer, c'est quoi ? C'est que le libéralisme est incompatible avec l'écologie. C'est ça ce qu'il signifie. Qu'est-ce qu'il exprime ? Ça, c'est votre interprétation. Non, c'est je pas peux vous dire une phrase. On s'évertue à entretenir un modèle économique responsable de tous ces désordres climatiques. Je veux dire, on ne peut pas être plus clair. Pour lui, il n'y a eu aucune remise en cause du modèle économique et donc ce gouvernement est allé de renoncement en renoncement. Je veux dire, est-ce que nous avons commencé à réduire l'utilisation des pesticides ? La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à infléchir l'érosion de la biodiversité ? La réponse est non. Est-ce qu'on a
commencer à lutter contre l'artificialisation des sols? La réponse est non. Donc, quelle que soit la personnalité que vous mettrez dans ce gouvernement à ce poste-là, vu les choix, mais bien sûr, vu les choix lobbyistes du gouvernement Macron, ultralibéral et austéritaire qui suivent les directives libérales européennes, vous n'aurez pas d'investissement à la hauteur de la transition écologique. Bruno Jeudi, ça veut dire que là, la partie va être difficile pour la personne qui va prendre la suite. Est-ce qu'il faut un profil politique pour être capable de répondre à Madame Simonet, à tous ceux qui vont s'opposer à cette nouvelle personnalité? Soyons clairs, s'il s'agit de remplacer Nicolas Hulot, c'est sûr que c'est compliqué. S'il s'agit de trouver un ministre de l'écologie, c'est possible. Il y a des candidats, il y a des noms qui circulent. C'est vrai que le côté prise de guerre, trophée écolo dans le magasin de Nicolas Hulot, on ne trouvera pas. Ouais. En revanche, trouver quelqu'un qui a un profil plus politique, alors c'est vrai qu'il y a des noms qui circulent, pourquoi pas Pascal Canfin, pourquoi pas François de Rugy, ou un profil, on va dire, spécialiste du dossier. Il y a le profil de Madame Laurence Tubiana qui était la négociatrice principale de la COP21. Oui. Connaît très bien son sujet, peut aussi faire l'affaire. Mais on voit bien que pour Emmanuel Macron, ce remplacement poste pour poste, il va falloir aussi l'accompagner d'un discours. Il va falloir, on va demain, dès que ce nouveau ministre prendra la parole, on va décrypter ce qu'il va dire, les mesures, puisque forcément, par rapport à ce qu'a dit Nicolas Hulot, c'était un réquisitoire très dur contre Emmanuel Macron. Forcément, il va falloir donner une feuille de route à nouveau, même si Benjamin Griveaux a dit que c'était le même cap, il faudra quand même redéfinir ce cap pour que les Français comprennent quel est l'enjeu pour que veut Emmanuel Macron en matière d'écologie. Il a perdu sa crédibilité sur le discours écologique. Au-delà de ça, c'était un peu une caution de nouveau monde quand même. Et Nicolas Hulot, quoi qu'on en dise, dans la façon de faire, dans le rapport à la société civile, dans cette façon de s'emparer des sujets autrement que par chapelle. C'est pas Stéphane Travert ou Gérard Collomb, les cautions de gauche du gouvernement. Enfin, je pense que c'est pas le pari qui est fait à l'Élysée. Ils sont lucides. Voilà, donc l'enjeu d'arriver à rééquilibrer. On dit le plan pauvreté qui va arriver bientôt. Ça, c'est par des textes politiques, l'idée d'envoyer des signaux sur ce gouvernement qui, ultralibéral, on ne sait pas, mais pro-business et pro-business exclusivement. Ça, on voit bien que ce côté unijambiste, il a posé problème à Nicolas Hulot. Il a posé problème à une partie de la gauche déjà. Il commence à poser problème à une partie de la droite parce qu'il donne pas spécialement de résultats. Voilà, cette équation de on n'est pas si nouveau et en plus on n'est pas si efficace. Ça finit par faire une quadrature compliquée à gérer. Vous avez une info? J'ai pas d'info. Sur le successeur? Je suis un peu déçue parce que je pensais que Mme Simonet avait trouvé dans le MEDEF de nouveaux alliés et finalement vous les lâchez déjà sur le thème de l'écologie. Ah oui, puisque M. Roux Bézieux l'a dit, il l'a dit ce matin. Ça, il a mis l'écologie au centre de son mandat au MEDEF. Donc, preuve qu'on peut effectivement... Bien sûr, et vous pensez que la logique il faut de l'innovation et pour de l'innovation... Madame, pour faire de l'innovation, il faut de l'argent. La financiarisation n'a aucune responsabilité dans la crise climatique. Pour faire de l'innovation, y compris en écologie, il faut de l'argent et effectivement, il faut des chefs d'entreprise, des investisseurs, les éoliennes, ça ne verra pas le jour s'il n'y avait pas eu des gens pour investir aussi dessus. Si la croissance verte, elle était là, et s'il y avait des émetteurs parmi ces chefs d'entreprise, si c'était un discours porté de façon un peu plus claire plutôt que les films ridicules de M. Gattaz ou le tout début de mandat de M. Roux Bézieux, voilà, il y a une responsabilité de chacun. On est bien d'accord que M. Roux Bézieux n'est pas M. Gattaz. Ça, je ne sais pas, moi je ne fais pas la com de M. Roux Bézieux. Et j'espère que ça va simplement changer. que M. Édouard Philippe, il est très aimable avec M. Roux Bézieux, sans qu'il y ait grand-chose de demander pour l'instant au patronat sur ces questions-là. C'est aussi efficace que le code éthique sur la rémunération des patrons. On va rester dans du déclaratif. On va essayer de faire avancer aussi. Mais le capitalisme vert, dans le capitalisme vert, c'est pas vert. Il y a aussi du vert. Et donc, pour autant, le profil. Alors, moi, s'il y a une personnalité qui serait comme ça, effectivement, j'allais dire irréprochable sur le plan écologique. Elle a proposé le président du MEDEF. Non, j'ai pas proposé le président du MEDEF. Par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on a vu en fait dans ce gouvernement des gens arrivés de la société civile, et là, on vient de voir une différence essentielle entre les experts d'un domaine et les militants. Et là, on avait un militant, et effectivement, passé du militantisme... Monsieur Hulot était un militant. Oui, c'est un militant écologiste, il l'a toujours été, il s'est revendiqué comme tel. Et c'était aussi une des composantes de sa personnalité et de son profil. On a vu aujourd'hui que c'était pas possible, et donc effectivement... Donc un peu une erreur, finalement, de prendre ce profil de militant. En tout cas, pour exercer des responsabilités politiques, ça me semble pas forcément la meilleure des qualités. Est plus souple. Bien, merci beaucoup à tous les quatre.